Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous. 1er décembre aujourd'hui, je peux vous dire que le mois commence en colère. Voilà. Ce matin, le ton est donné, rien ne fonctionne dans ce pays. Ça me rappelle quelque chose. Oui. Je suis en colère. Voilà, rien ne marche. Vous vous rendez compte que Damar explose ses ventes. Non, mais on est en France. Damar explose ses ventes parce que les Français ont froid. Ce matin, j'entendais le patron d'RTE qui disait, alors vous pouvez allumer votre four à 19h30, mais à 19h, non. Donc on est chez les dingos, on est chez les fous. Je suis très en colère ce matin. La grève SNCF, surprise, là aussi, qui va trinquer? Eh bien, ce sont les gens qui, en dernière minute, ne pourront pas voyager, aller dans leur famille ce week-end. Je suis en colère ce matin. Je suis en colère. Voilà, je vous le dis. Allez, on est ensemble avec vous, avec Alexis Bachelet. Bonjour, maire adjoint à non, pas du tout, il n'est pas là. Mais il pas arrive. encore. Il arrive. Problème de taxi ce matin. Il arrive de loin. Nous avons également Kevin Bossuet qui est coincé dans le RER parce que figurez-vous, depuis ce matin, il y a des pannes d'électricité dans le RER. Donc c'est arrivé aussi le métro aussi. à Juliette. Voilà, métro. Donc voilà ce qui vous attend, Montpellier, les grandes villes, quand vous aurez le RER. Voilà, vous aurez les bouchons et vous ne pourrez pas circuler avec l'électricité. Non mais Kevin est bloqué dans le métro. Oui, jusqu'à midi. Jusqu'à midi. Reprise du trafic à midi. Voilà, on est en France. Combien on est? 7e puissance mondiale maintenant. Ça dépend où on regarde. Donc Kevin n'est pas là, Alexis est dans les embouteillages. Moi-même, j'ai failli ne pas arriver. Heureusement, Alexis Poulain est là, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste politique sur Sud Radio tous les mercredis matins, et Régis de Castelnau. Alors vous êtes toujours fidèle au poste et vous êtes venu en renfort. C'est très méritoire. Hein. Oui, c'est méritoire, absolument. Mais vous êtes loin de cette capitale insensée. Valérie, que j'ai quitté en courant hier. Hein. J'étais remonté pour l'anniversaire d'un de mes enfants. Je suis reparti, mais le plus vite possible. Je vous comprends parce que c'est sale, ça pue, il y a des travaux partout, il y a des trous, n'oublions pas les surmulots. Il y a des surmulots, mais voilà. Des rats dans les manches. Hein. Dans les vous manches. avez vu où ils vont se réfugier. Comment elle ne l'a pas senti, la dame? C'est la question. Face à la caméra, elle sent qu'il y a un truc qui bouge. Il est monté dessus avant. Et Gilles Gansman qui est avec nous, qui était également là en renfort. Oui, votre bouche-trou préférée. Mon bouche-trou préféré. On vous dit toujours tout. Toujours prêt à boucher un trou. Voilà, on vous dit tout sur Sud Radio. Voilà, on parlera de... bisexuel à notre jour, c'est ça? C'est ça. Non, on va parler de ces quelques centimètres dont la France est fière dans un instant avec Emmanuel Macron. Oui, la grève des contrôleurs SNCF, la grève des médecins généralistes, la crise de la pédiatrie, bref, beaucoup de sujets avec vous. On va commencer avec... allez, j'espère qu'il n'y aura que des coups de gueule aujourd'hui. Coup de gueule d'Alexis Poulain. Alors c'est un coup de gueule sur les dépenses fondées de l'Union européenne. Alors on a parlé des cabinets de conseil en France avec ces frics qui étaient dépensés sur des séminaires virtuels qui n'avaient pas lieu. Eh bien on a appris que mardi soir, l'Union européenne, le département de l'aide extérieure, a organisé une rave party dans le métavers pour 87 000 € pour attirer les jeunes de 18 à 35 ans et expliquer un peu ce que faisait l'Europe dans le monde. Et ils étaient 4 du service communication et un journaliste de Politico qui était venu pour voir ce qui se passait. Il est resté 10 minutes, il s'est dit qu'est-ce qui se passe, et voilà, 487 000 € pour ce truc dans le métavers où il y avait personne. Du coup, vendredi, ça tombe bien, demain, il y aura des questions à la cellule communication de l'Union européenne pour voir où va l'argent, parce que voilà, il n'y a pas qu'en France que on balance l'argent par les fenêtres auprès des cabinets de conseil. Visiblement, il y a de quoi faire. Hein. L'Union européenne a aussi de l'argent et elle ne sait plus quoi en faire. 487 000 € pour 5 personnes qui n'étaient même pas la cible en réalité dans un métavers pour une rave party qui n'en était pas une. Voilà. Alors moi, j'ai toujours pas compris ce que c'était que le métavers. C'est un avatar, c'est le monde virtuel. Oui, c'est voilà, on est déguisé dans un personnage qu'on veut et puis on va à des rêves partout où il n'y a personne. Voilà, c'est bien, c'est super. Gilles aussi, il avait un coup de gueule. Moi j'ai un coup de gueule. Vous savez que Emmanuel Macron est aux États-Unis et que à l'occasion de ce voyage, il a emmené 50 personnes
pour l'accompagner, pour évidemment faire du business. Ces voyages servent aussi à ça. Et donc, il a emmené la crème de la crème. Et évidemment, la crème de la France, puisque c'est sa deuxième visite officielle. Et donc, dans la crème de la crème, il y a il y a des hommes d'affaires, il y a des patrons. Exactement, je peux vous citer. Il y a même Claude Lelouch, j'ai entendu ce matin. Exactement, il y a Claude Lelouch, il y a Bernard Arnault, PDG de LVMH, il y a Xavier Niel, le PDG également de Total Énergie, Patrick Pouyanné. La crème de la crème, je vous le dis. Mais alors, comme il y a la crème de la crème, il n'y a pas de femmes, c'est normal. Ah bon ? Sur ces 50, il n'y en a que 10 femmes. Et alors, c'est pas en plus les femmes entrepreneuses. Hein. Il y a l'astrophysicienne Fatoumata Kébé qui est là-bas. Il y a, vous savez, celle qui est la nouvelle astronaute française qui accompagne également le président Macron. Il y a la présidente du musée du Louvre, mais il n'y a aucune femme entrepreneur qui est là-bas. Il n'y a aucune personne de la communication. Il a emmené plein de gens également de tout ce qui est web et nouvelles technologies. On est la tech française, on est un peu en haut du panier. Et ben de la tech française, il n'y a personne. Il n'y a aucune femme. Donc c'est bien beau d'avoir des discours sur la femme, sur Sophie Adeno, j'ai retrouvé, vous savez... Qui est là-bas avec Thomas Pesquet, mais Sophie Adeno, c'est pas une entrepreneuse, elle va pas négocier. Ils vont essayer qu'elle puisse partir sur la nouvelle fusée américaine, mais c'est pas un enjeu économique pour la France, c'est un enjeu de prestige, mais pas d'économie. Et donc moi je trouve ça quand même en 2022 quand même, sur 50 personnes, qu'il y ait que moins de 10 femmes, je trouve ça vraiment scandaleux. Parce qu'il y a des femmes qui dirigent des entreprises, il y a vraiment des entrepreneurs. Vous êtes sûr de vos informations ? Oui, je suis sûr de mes informations. Oui, vous pouvez les checker. Je suis un bouche-trou efficace. donc voilà, je trouve ça... c'était mon coup de gueule on aurait pu quand même emmener plus de femmes aux États-Unis et représenter également... Ensuite, on voit pourquoi on donne de la place à la NUPES sur des choses comme ça. On leur donne vraiment un os à ronger. Régis, ça vous fait réagir ? On a aussi perdu Régis, donc c'est la matinée ce matin. Maudite, je vais juste, c'est une parenthèse humoristique. Vous aussi, vous avez un coup de gueule. Oui, il y a la finale du pâté en croûte qui va se dérouler très bientôt, qui est quand même quelque chose d'important. Mais figurez-vous que sur 26 membres du jury, il y a une seule femme. Donc est-ce que le pâté en croûte est réservé aux hommes ? Moi je veux bien me dévouer s'ils veulent pour aller faire... L'appel est lancé. Non, mais je trouve que aujourd'hui c'est pas normal dans la gastronomie, dans la critique gastronomique. Il y a notre ami Vincent Ferniaud qui en fait partie, très bien, mais il y a aujourd'hui beaucoup de femmes qui sont là, qui existent, même de cuisinières, de charcutières. Et pourquoi elles n'en font pas partie, je ne sais pas. Des meilleures ouvrières de France, il y en a aussi. Donc voilà, 26 hommes, une femme. Oui, allez-y. On vous a retrouvé, j'ai été coupé. Oui, non, mais bon, il y a une petite coupure. Quelqu'un m'a appelé au téléphone, j'ai éteint le téléphone. Donc, oui, je voudrais blasphémer. C'est vrai que le blasphème n'existe pas. Oui, mais je vais blasphémer sur cette question de la féminisation. Moi, je trouve que c'est très intéressant de voir que, effectivement, alors le président se déplace avec ses oligarques, ça c'est normal, on a Miel, on a Arnaud, etc. Bon, ça c'est pas une surprise, mais qu'il n'y ait pas de beaucoup de chefs d'entreprise, il n'y ait pas du tout de chefs d'entreprise femmes. Quand on regarde un petit peu comment cette féminisation, que je trouve positive, s'est produite, on constate que, je veux dire, il y a des domaines dans lesquels les femmes sont très présentes, et je pense en particulier à celui de la politique. J'ai regardé un petit peu dans l'Union européenne, le nombre de femmes qui sont chefs d'exécutif, c'est considérable, elles sont majoritaires. On vous a perdu, Régis. C'est sa maîtresse qui a dû l'appeler de nouveau sur son portable. Petite pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Moi, je vais vous laisser pour aller faire non, restez si vous voulez. Vous que je travaille pour le zapping, pour l'émission de tout à l'heure. C'était bien. C'est gentil. Mais Alexis Bachelet, j'essaye de revenir dès que je peux. Revenez. Allez, à tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec aujourd'hui Régis de Castelnau, vous êtes avocat, je ne vous ai pas présenté tout à l'heure. Votre livre Justice politique est paru aux éditions L'Artilleur. Beau cadeau de Noël, hein, c'est une bonne idée. Vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. C'est dans ce numéro-ci qu'il y a l'entretien entre Michel Onfray et... non, c'est pas sur Front Populaire. Non, il y a un numéro spécial. Ah, voilà. Il y a un numéro spécial qui est Onfray, Houellebecq, et voilà. Il y a le numéro courant qui sort, qui est un trimestriel, qui sort ces jours-ci aussi. Et vous êtes avocat et on peut vous lire sur votre blog Vue du droit. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Alexis Bachelet vient de nous rejoindre. Bonjour Alexis, vous étiez coincé également. Maire adjoint à Colombes, ancien député PS. Et nous devions avoir Kevin Bossuet. Et Kevin Bossuet a tweeté « Bloqué en pleine voie dans le RER C ». Il est 8h39. On nous annonce une reprise à midi. Client RATP, vous vous foutez du monde et vous voulez qu'on augmente le prix du pass Navigo. Que le service soit déjà à la hauteur, c'est une honte. Voilà, une rupture. Alors la SNCF lui a répondu, une rupture au niveau de la caténaire a eu lieu dans le secteur de Sainte-Noix. Je suis en attente d'informations, je reviens vers vous au plus vite. Voilà, et il y en a de plus en plus des ruptures de caténaire et enfin voilà, qu'est-ce qu'il y a c'est Alexis, ça peut arriver, c'est ça ce que vous dites? Ça fait 20 ans que ça dure. Oui, c'est ça fait 20 ans que ça dure. Sur certaines lignes de RER. Absolument. On continue notre tour de table, Régis. Oui. Ah oui, parce que moi effectivement, j'étais un peu pris au dépourvu au départ, mais j'ai quand même... Oui, parce qu'on vous a appelé un peu à la dernière minute, oui. Non, mais alors là, aucun problème, c'est vraiment avec plaisir. Dès lors que j'étais disponible. Voilà. Donc, je vais dire du mal, un coup de gueule, il faut en avoir. Je vais faire avoir un coup de gueule sur le comportement du patron du PNF, qui s'appelle Jean-François Bonnert. Jean-François Bonnert, parce que la presse en parlait, a été obligé de faire un communiqué, qui est un communiqué mensonger. Il a dit, voilà, nous avons ouvert 3 enquêtes sur les affaires concernant McKinsey, les campagnes électorales. C'est faux. Il a ouvert une enquête, lui, le parquet, il y a longtemps, et elle dort paisiblement, sur une éventuelle fraude fiscale parce que McKinsey ne paie pas d'impôts en France, mais les 2 autres enquêtes ne sont pas des enquêtes, mais des informations judiciaires. C'est-à-dire que ce sont des juges d'instruction qui ont été désignés parce que c'était obligatoire. Il y avait des plaintes avec constitution de partie civile, des signalements des parlementaires. Donc, il s'est livré à un petit baratin pour essayer de se donner le beau rôle. Ce qui ne l'a pas empêché d'aller se goberger dans une réception à l'Élysée, un pot de départ du conseiller juridique ou de la conseillère, je ne sais pas, de l'Élysée. Il est allé se présenter après que toute la semaine dernière a été occupée par cette information quand même très importante, ce qui montre bien que il ne lui est même pas venu à l'idée que c'était la dernière des choses à faire que d'aller là-bas. Il fallait pas qu'on puisse... Je veux dire, un homme, ça s'empêche, disait Camus. Non, il aurait dû effectivement éviter cette présence qui a été relevée par la presse et qui a donné lieu effectivement à une polémique. Je pense que M. Bonnert serait bien avisé de réfléchir un peu plus. Voilà. C'est assez, Alexis Poulain. Mais alors, il y a tellement de scandales en fait. Là, il y a une ministre quand même qui vient de démissionner suite à une déclaration non conforme de patrimoine, Caroline Cayeux. On n'arrive plus à suivre en réalité. Là, on a le procureur du parquet national financier, ou je ne sais plus quel est son titre exact, M. Bonnert, qui se retrouve à une fête lundi soir alors qu'il est censé enquêter sur 2 affaires, proche d'Emmanuel Macron, le financement illégal de campagne et les liens d'intérêt avec le cabinet McKinsey. Cabinet McKinsey qui lui-même est accusé de fraude fiscale. C'est proprement scandaleux en fait. J'ai jamais vu une telle indignité au gouvernement et on a l'impression que c'est normal, il faudrait s'habituer à ça, avec un ministre de la Justice mis en examen, avec des affaires qui n'en finissent pas, un secrétaire général de l'Élysée sous statut de témoin assisté, là encore dans une affaire de conflit d'intérêts personnel et familial. Je comprends pas en fait que ça tienne, je comprends pas qu'il n'y ait pas des contre-pouvoirs fonctionnels et qu'on dise à un moment stop, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Franchement. Alors, je voudrais ajouter une toute petite chose concernant les 2 informations judiciaires. Dans la mesure où le PNF n'a pas pu bloquer tout ça en amont, eh bien, on a bloqué l'aval. Parce que le juge d'instruction qui a été désigné
pour cette information, c'est celui qui s'est occupé de François Fillon de façon fulgurante au printemps 2017 pour permettre l'élection d'Emmanuel Macron. Je trouve ça assez joli. Oui, alors Libération qui est toujours sur le coup a checké l'information que vous venez de nous donner. Alors effectivement, le PNF a confirmé que Jean-François Bonnert avait pas bien participé le 24 novembre dernier à la cérémonie du pot de départ de la conseillère justice d'Emmanuel Macron. Mais selon le PNF, il s'agit d'une participation classique pour un chef de juridiction. Oui. D'autres chefs de juridiction étaient également présents. Voilà. C'est le protocole. Non, mais attendez. C'est dingue. Valérie. Non, mais je vous donne. Les décodeurs de Libération, au bout d'un moment, c'est pas un chef de juridiction. C'est pas le eux patron qui dit d'un ça. parquet. Oui, mais c'est le PNF qui dit c'est un chef de juridiction. C'est le PNF qui a répondu ça. Une fois de plus, Monsieur Bonnert ment. Ouais. Il n'est pas chef de juridiction. Il est le patron d'un parquet soumis au pouvoir exécutif. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie, ça, au bout d'un moment? C'est invraisemblable. Invraisemblable. Il est temps de retirer le statut de magistrat à ces parquetiers, c'est insupportable. Ce que j'aime bien, c'est parce que en même temps que je vous écoutais, je lisais ce papier de Libération, dont le titre est « Le procureur financier chargé de l'affaire McKinsey est-il allé faire la fête à l'Élysée ?» Donc on sous-entend que c'est une fake news. Et en fait, j'ai relu 3 fois le papier. Il est vraiment allé, mais à aucun moment on nous dit oui, c'est vrai. Il est vraiment hiérarchique, mais c'est une parodie de justice, c'est-à-dire qu'on peut continuer comme ça à faire croire qu'il y a des contre-pouvoirs. À un moment, ça se voit quand même que c'est une cour et que c'est à peu près l'Ancien Régime. Allez, on continue avec Alexis Bachelet, votre coup de gueule. Mon coup de gueule, ça a été évoqué, mais moi, ça me paraît au moins aussi grave, si ce n'est plus, que l'affaire qui vient d'être évoquée. C'est la démission de Caroline Cayeux, mais c'est surtout les motifs de cette démission. Absolument. Et la manière dont ça peut laisser penser que certains hommes, femmes politiques, en l'occurrence une femme politique, se comportent vis-à-vis d'un ministère public. Enfin, pour moi, je dois être maintenant en train de vieillir à vitesse grand V, mais pour moi, être ministre de la République, c'était quand même quelque chose d'un peu presque sacré, quoi. Enfin, il fallait donc être exemplaire. Enfin, c'était une carrière, c'est l'aboutissement d'une carrière. Et là, on découvre en fait que Madame Cayeux démissionne pour une divergence sur l'évaluation de son patrimoine. Entre effectivement donc l'autorité de la haute autorité de la vie politique qui a été mise en place, je rappelle, suite à l'affaire Cahuzac, pour vérifier, on va dire, que les patrimoines des hommes politiques n'ont pas des grossissements spectaculaires suite à des prises de fonction. Et donc, Madame Cayeux, visiblement, aurait sous-estimé son patrimoine. Alors, pas d'un peu, hein. On parle d'un bien à Paris, un immeuble entier, qu'elle a évalué un peu plus de 10 millions d'euros, mais en fait, la valeur, ça serait entre 5 et 6 fois plus. Et c'est parce qu'il y avait cette divergence d'approche que Madame Cayeux a été finalement contrainte à démissionner. Et je me dis, mais comment c'est possible en fait que des femmes politiques, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui a été maire, elle a eu ça fait longtemps qu'elle est élue, très longtemps même, et elle devient ministre et elle essaye de soustraire dans l'évaluation de son patrimoine un bien. J'avoue que je trouve ça étonnant. Et du coup, ça l'a conduit à démissionner parce que la haute autorité va au bout, dit moi je vais saisir la justice sur cette question. Et donc avant éventuellement d'être mise en examen, elle décide de démissionner et c'est vrai qu'on en parle assez peu, quoi. Alors certes, Madame Cayeux... nous on en a parlé déjà ici. Vous en avez parlé, mais dans l'ensemble de la presse... c'est pas la une, hein. Non, ça fait pas... Tiens, une ministre démissionne. Ah ok. Bon. Est-ce que c'est devenu tellement courant qu'un élu essaye de mentir sur son patrimoine, même quand il est ministre, qu'on se dit, finalement, est-ce qu'on s'habitue à des choses qui sont quand même devenues quand même assez courantes? Et surtout, moi, il se trouve que j'étais à l'Assemblée nationale quand il y a eu l'affaire Cahuzac, et donc on a vécu toute cette période où le président de l'époque a au moins quand même essayé de trouver des réponses politiques, hein, donc avec la création de cette haute autorité et donc la déclaration systématique des patrimoines, des conflits d'intérêts, etc. Mais malgré ça, alors il y a eu après l'affaire Thévenoud, on se rappelle, etc. Mais on est 10 ans après, et il y a encore des affaires comme ça. Je vais vous faire réagir, hein. Il est 9h25, on s'interrompt quelques tout petits instants et on se retrouve sur Sud Radio pour parler de ça, et puis des grèves qui s'annoncent, grève des médecins, grève SNCF. À tout de suite.
Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. 9h-10h, nous commentons l'actualité avec vous. On va parler de la grève des contrôleurs SNCF, grève surprise, enfin en tout cas grève de dernière minute. Est-ce que c'est une répétition à ce qui risque de se passer, à savoir de plus en plus de grèves? Ballon d'essai pour la CGT, on y reviendra dans un instant. Caroline Cayeux, ce qui est, je vais vous faire réagir, Alexis Poulain et Régis de Castelnau. La seule chose, c'est que, alors on peut mentir, se tromper, ça peut arriver. Sauf que... Mais on persévérait diabolicum. Oui, non, mais c'est pas ça. Ce que j'ai lu, moi, dans cette affaire, c'est qu'elle a vendu un appartement dans cet immeuble, donc elle connaissait parfaitement le prix de l'immobilier. C'est-à-dire qu'elle sait exactement combien vaut l'appartement qu'elle a vendu. Or, comment se fait-il que son appartement, elle, vaille 2 voire 3 fois moins? C'est là où on peut s'interroger. Qu'en dit l'avocat, maître de Castelnau? Mais je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Si c'est avéré, hein. Oui. C'est une déclaration de patrimoine. Ouais. C'est une déclaration de patrimoine. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de la croiser il y a fort longtemps. Son époux est agriculteur, mais agriculteur, si vous voulez, en région parisienne, c'est-à-dire ils ont des moyens assez importants. Il doit avoir une fortune personnelle, ce qui n'a rien de déshonorant. Elle a déclaré quand même départ dans une société, 99% d'une société à 12 millions. C'est quand même pas rien. Non, ce que je veux dire, c'est que, voilà, je veux dire, bon, vous allez faire ça, vous devez évaluer, parce que ça sert à quoi, la haute autorité? On évalue votre patrimoine avant, au début de votre mandat, et on l'évalue à la fin pour savoir si vous en avez profité de votre mandat. Bon, c'est ce qui est prévu. Donc, pourquoi est-ce qu'elle minore? Je ne comprends pas. Je comprends pas. Mais Belloubet avait fait pareil, hein. Alors à un degré bien moindre. Hein. D'autres couacs, oui. Oui, absolument. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on sous-estime comme ça et tout. C'est parce qu'on a peur du fisc. C'est peut-être qu'elle avait des, si vous voulez, des évaluations d'ISF qui avait été minorée et qu'elle avait quelques inquiétudes. Il y a sûrement quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser. En tout cas, elle n'a plus rien à faire au gouvernement, c'est une évidence. Eh ben, elle est partie, donc voilà. Grève des contrôleurs de la SNCF. Alors c'est voilà, on va me dire oui, le droit de grève existe. Oui, le droit de grève existe, sauf que qui va être pénalisé? Ce sont les plus précaires, ce sont ces gens qui sont obligés de prendre le train et qui se retrouvent aujourd'hui empêchés de voyager. Moi, ce qui m'étonne dans l'actualité, encore une fois, c'est que on entend la CGT, on entend Sudrail, mais on n'entend pas la SNCF. Moi, je voudrais bien savoir ce que la SNCF a à dire pour sa défense. Peut-être qu'ils ont raison, les cheminots. Ils veulent 200 € d'augmentation. Ils disent que les négociations patinent et que c'est leur recours que de faire grève. Je veux bien, mais il y a un moment, pourquoi la SNCF ne contre-attaque pas, ou en tout cas ne donne pas ses arguments? Il y a eu un communiqué qui dit nous avons fait des avancées importantes qui ne sont pas acceptées par les syndicats. C'est inadmissible. Alors, je fais juste une parenthèse très personnelle. Je devais effectivement aussi prendre le train ce week-end. Quand vous êtes... Attendez, non, mais c'est ubuesque. On vous dit, allez sur le site sncf.fr. Donc, vous cliquez sncf.fr. Ça vous affiche, cette page n'existe pas. Bah oui, ça s'appelle Connect SNCF. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas changé les intitulés sur le site de la SNCF. Et ensuite, je vous mets au défi, je pense qu'il faut être bac plus 72 pour comprendre comment vous faire rembourser votre billet ou vous faire échanger le billet. Bref, je referme cette parenthèse. Mais cette grève, elle semble être en tout cas le prémisse d'autres grèves à venir, Alexis Poulain. C'est possible, oui, qu'il y ait des grèves autour de la période de Noël qui ont été annoncées, il me semble. Oui, en plus, voilà, ils continuent, bras de fer. Pour une augmentation. Alors c'est normal que les cheminots, les contrôleurs, les personnels de la SNCF se battent pour leur pouvoir d'achat compte tenu de l'inflation et des salaires, mais c'est toujours dans des périodes où évidemment ça emmerde, le terme, le plus de gens, quoi. Et c'est sûr qu'au bout d'un moment... il y a une fatigue parce que tout le monde se met en grève. Alors, soit on va se mettre d'accord, on fait une grève générale, tout le monde se met en grève, comme ça on prend pas le train, on fait rien, on reste chez soi, et puis on demande tous une augmentation de salaire, fonctionnaires, etc. Peut-être que c'est la solution en réalité, mais si chacun va faire sa grève de manière séparée pour son augmentation, pour le pouvoir d'achat, ce qui est le principe du syndicalisme, très bien, mais à chaque fois c'est le même problème de trouver... une façon de manifester, de faire aussi plier les directions sans pénaliser un maximum de monde. Ce sont les contrôleurs effectivement qui en même temps, un train sans contrôleur, ça roule. Oui, absolument.
Donc je ne sais pas pourquoi, effectivement, il y a 60% grosso modo des trains qui sont annulés. Régis ? Écoutez, c'est une question délicate à aborder. Moi, personnellement, je suis totalement partisan du droit de grève, qui a été d'abord une conquête. Il a été interdit pendant longtemps au 19e siècle. Les coalitions d'ouvriers. Il est dans la Constitution, préambule de 1946. Mais le problème aujourd'hui, c'est que d'abord, on est sur des services publics qui profitent à tous. Donc, il y a une vraie question autour de ça. Et il y a un petit peu, c'est la loi de l'emmerdement maximum, quoi. C'est-à-dire qu'on va faire de nature en faisant pression sur les pouvoirs publics, parce que c'est une question politique. Moi, j'ai tendance à penser que le pouvoir politique, il s'en fiche un peu. C'est la raison pour laquelle il faudrait... Maurice Thorez disait il faut savoir terminer une grève. Là, je dirais il faut savoir ne pas faire une grève dans certaines circonstances. Je pense que mais faut pas oublier effectivement que c'est les secteurs où la CGT est encore relativement puissante et qu'elle est en préparation de congrès. Donc je pense qu'il y a aussi un congrès important avec le départ de Martinez, avec 2 lignes qui s'affrontent. Je pense que c'est dans ce contexte-là aussi qu'il faut le voir. Oui, non mais tout à fait. Et je rappelle aussi la grève de GRDF qui continue. En particulier, c'est à Toulouse, des salariés qui bloquent un site. Et il y a un certain nombre de Français qui aujourd'hui n'ont pas d'électricité. Ça va faire 3 semaines qu'ils n'ont ni eau chaude ni électricité. Donc oui au droit de grève, non effectivement à l'emmerdement des petites, enfin des gens en général. Effectivement, il n'y a pas que les précaires, c'est tout le monde qui est bloqué. Alexis ? Non, mais bon, il y a un climat social Bachelet, pardon. Il nous manquait Alexis Colère sur le plateau, vous m'avez dit, pour faire un plateau d'Alexis. Pardon, Alexis Bachelet. Non, mais il y a un climat social qui est pas bon. Et puis, c'est vrai que ce qui se passe à la SNCF, ça donne l'impression aussi que c'est toujours les mêmes entreprises où il y a des grèves. Il y a quand même un sujet aussi autour du dialogue social et dans l'entreprise, quoi. Bon, c'est vrai qu'on aimerait bien entendre la version de l'entreprise et connaître aussi, parce qu'en général, quand on arrive à une grève, c'est qu'il y a eu des discussions en amont qui n'ont pas abouti. Oui. Et donc, voilà. Donc, normalement. Ou alors, si on met une grève tout de suite au début de la négociation, c'est vraiment que... non, mais j'ai entendu un syndicaliste qui disait on demande 200 €, il nous accorde 39. Après, quel est le... Enfin, voilà. On peut aussi réclamer 1 000 € en ayant le pouvoir de bloquer la France, de bloquer les gens. La négociation, c'est vraiment le couteau sous la gorge. Donc, je ne sais pas si c'est légitime ou pas. Peut-être, certainement. Mais on ne connaît pas, effectivement, la teneur des négociations. Mais la menace de grève à Noël, elle est dégueulasse. Pardon, elle est dégueulasse. D'abord, elle est souvent invoquée, c'est souvent dans les périodes de fête que ces mouvements sociaux, ces premières menaces interviennent. Heureusement, ça arrive très rarement que tous les transports soient bloqués pendant les fêtes. Sinon, on s'en rappellerait tous et toutes, puisqu'on est presque tous et toutes amenés à se déplacer pendant cette période-là. Donc, c'est une menace. Il faut toujours prendre les menaces au sérieux et il faut que l'entreprise trouve un moyen de ramener le calme et donc que le service puisse se dérouler normalement dans l'intérêt des usagers et de tout le monde, parce que je pense que les syndicalistes sont aussi conscients que si l'entreprise ne fonctionne plus, ils n'ont plus de travail, quoi. Donc voilà. Il faut que chacun y mette du sien. Bon, les médecins également sont en grève ce matin. Les médecins généralistes, c'est rarissime. C'est un mouvement de grève très important pour une revalorisation de leur statut. C'est quand même... je le disais en ouverture, vous n'étiez pas là, Alexis Bachelet, mais on est quand même dans une situation où on a l'impression que tout se déglingue, quoi. Il n'y a rien qui marche. J'ai un auditeur qui m'envoie un tweet de Jérôme Rodriguez, que je n'ai pas pour habitude de citer, mais il cite mortalité infantile des enfants en hausse à l'hôpital, tri des enfants à l'hôpital avec l'épidémie de bronchiolite, 49.3 prononcé 7 fois, inflation à 6 voire 10%, l'augmentation de la viande de 30%, des pâtes de 20%, l'augmentation des transport, une facture d'énergie qui explose, la retraite à 65 ans, durée d'indemnisation qui se réduit. Enfin,
on est quand même dans une situation qui est effrayante pour un pays comme la France. De voir les médecins qui en sont à faire grève, c'est inimaginable. La dernière fois, c'était en 2015. Et puis, au-delà des médecins généralistes qui font grève, il faut voir qu'il y a encore un appel à nouveau des urgentistes qui expliquent que rien n'est fait et que là, c'est un effondrement des services d'urgence avec le risque, bien sûr, de mort, de non prise en charge. Donc, on est au-delà de la santé, dans une maltraitance institutionnalisée où rien ne va, où on essaye en plus de faire croire qu'on a des chèques cadeaux, on a des chèques relance pour les entreprises, alors qu'on est assis, c'est pas cité par Jérôme, mais sur une montagne de dettes, 3 000 milliards de dettes quand même, sachant que l'économie, la zone euro risque de rentrer en récession dès janvier. Il y a rien qui va et on fait comme si tout allait bien, Madame la Marquise. Donc je sais pas effectivement quel est le plan, quelle est la stratégie aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Alors c'est la fuite, lui il est aux États-Unis, il fait le G20. Non, c'est pas encore Varenne, Alexis. Je sais que tu en rêves, mais c'est pas encore. Clairement, il a laissé les aristocrates à la lanterne, quoi. C'est pas encore ça. C'est pas encore ça. C'est Elisabeth Borne qui fait les mauvaises annonces, qui fait les 49.3. Lui il laisse l'intendance aux intendants et clairement maintenant son rôle c'est être champion du monde, quoi. C'est un peu on va se balader un peu partout. Donc c'est ce que disait Eric Revel lundi. C'est vieux comme la 5e République, ça. Il est partout, il est nulle part. Exactement, mais enfin quand même on est dans un état où là il faudrait je sais pas quoi en réalité, parce que là c'est un effondrement et on assiste et on regarde et on se dit mais où est-ce qu'on va, parce qu'on peut ajouter à ça le taux d'alphabétisation des jeunes. J'avais vu passer au CP la moitié d'une classe d'âge qui sait pas lire et écrire au CP. Comment on va s'en sortir? C'est une vraie question. Si on n'a pas des plans d'urgence un peu dans tout. Alors on a François Bayrou qui est au commissaire au plan, donc peut-être a-t-il un plan. Non, vous n'avez pas suivi, on lui a retiré. Ah merde. La planification. On lui a retiré la planification. Il y a un grand article. C'est pour ça que il est toujours au commissaire au plan, mais on lui a retiré une partie qui concerne. Déjà que ça servait à rien, on lui a retiré un truc. Et j'ai appris qu'il avait, en lisant cet article hier, qu'il avait un très beau bureau aux Invalides qui domine Paris. Régis. Écoutez, finalement, moi, ma présence, je passais, j'ai vu de la lumière et j'ai entendu qu'on disait du mal d'Emmanuel Macron. Alors, je suis rentré, parce que... on vous Oui, ça, a priori, c'est pas le Covid. J'ai refait un test. Bon, je l'ai déjà eu. De toute façon, il n'est pas dans le studio, alors c'est pas grave. Oui. Encore que je m'interroge sur les transmissions par voie hertzienne. Bon, non, ce que je veux dire, il y a des coupures. la phrase était, il est partout et il est nulle part. On a un vrai problème quand même. On a un vrai problème avec ce président. Je veux dire, le pays est en voie de désintégration. Je ne dis pas qu'il est désintégré. Il est en particulier, je pense, aux grands services publics, santé, sécurité, justice, la pauvre justice. Et puis, partout où on se tourne, on s'aperçoit d'une situation qui est quand même catastrophique. Et, je veux dire... On a l'impression d'avoir un fantôme à l'Élysée. Alors quelqu'un qui continue à se faire prendre en photo quand il prend l'avion, quand il va au G20, où il se fait prendre en photo au milieu des membres du G7, là pour se donner de l'importance, etc. Je pense franchement, je pense que son élection en 2017 a été une catastrophe pour ce pays. Je veux dire, on a quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de cette fonction. Alors comme il est président, comme il porte ce titre, on a tendance... on ne peut pas tout mettre non plus sur le dos d'Emmanuel Macron. Non, il hérite quand même d'une situation. On peut, mais ça serait malhonnête. Voilà, ce serait assez malhonnête. On va y revenir. Non, attendez. Régis, 9h42. Je termine. Je dis simplement que dans la situation actuelle, il n'est pas la réponse. On n'a pas le bon président. On peut continuer. Quand on n'a pas voté pour lui, c'est jamais le bon. Allez, on prend des forces. On reste ensemble sur Sud Radio avec vous jusqu'à 10h. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Oui, alors on parlait d'Emmanuel Macron. Alors effectivement, Régis voulait réagir, mais on ne peut pas lui mettre l'état de la France sur le dos. Il y a quand même un héritage en ce qui concerne l'hôpital, la police, qui date de plusieurs des présidents précédents. Mais je voulais juste un tweet que j'ai repéré ce matin. Quelqu'un qui dit « J'ai zéro problème à payer des impôts et tout, mais juste où va l'argent, les économies
écoles, c'est pourri, les hôpitaux, c'est pourri, les transports, c'est pourri, la retraite, j'y compte même pas. Et puis maintenant, tu cotises pour le chômage, mais il faudra remplir X conditions pour le toucher. Où va l'argent? Remboursement de la dette, d'abord, parce qu'il faut quand même un peu rembourser pour pas que la France dévisse. Et après, bonne question. Voilà, il dit, et j'ai oublié, pour faire les papiers, rendez-vous dans 4 mois, mais on paye pourquoi? Et puis il dit, en plus, je suis allé à la boulangerie, c'était fermé parce que le four est en panne. C'est bon, je m'en vais. Oui, alors sur le fait, effectivement, que cette situation-là est une situation qui est héritée d'avant, mais on n'a pas le sentiment qu'il y ait de plan réel pour que les choses changent, Alexis. Ah non, on creuse l'endettement, la balance du commerce extérieur, les grands plans. Alors la planification retirée à François Bayrou, quel dommage, parce qu'il avait sans doute de grands plans. On devait réindustrialiser le pays, rien n'a été amorcé. Vous avez oublié dans la liste les pénuries de médicaments, de première nécessité également. Voilà, c'est une lente dérive en fait, liée à la mondialisation heureuse, ou un moment où des gens au pouvoir ont pensé que c'était intelligent de faire en sorte que la France soit un pays de service et pas un pays de production. Et on en arrive avec maintenant des phrases vides comme la politique du plein emploi avec 3 millions de chômeurs. Je vois pas comment on va y arriver en réalité. Avec de la formation pour tout le monde, avec des manipulations sur les chiffres, un jeu de bonneteau avec l'argent. Cet argent des impôts, il sert à circuler comme ça, à faire des chèques à coup à la pompe, un coup pour sauver des entreprises qui ont été obligées de fermer pendant le Covid et qui vont de toute façon mettre la clé sous la porte parce qu'il n'y a plus d'activité. Et puis, on n'a pas parlé aussi de le scandale énergétique avec le parc nucléaire qui a été laissé à l'abandon parce que c'était un choix, là encore, question politique. Idéologique. Bien sûr, oui. Donc, François Bayrou, il a été déchargé de la planification écologique. Donc, je vous conseille la lecture de cet article du Monde qui va vous plaire parce que il a dû remettre un rapport qui était une note, en fait. Il fait beaucoup de notes, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, a dit c'est plus une note qu'un rapport. C'est plutôt rassurant du coup. Ah non, mais lisez le papier. Parce que ça veut dire que c'est quelqu'un de plus sérieux qui va s'en occuper. Oui, c'est ça. C'est les équipes de Matignon qui vont s'en occuper. Mais bon, je pense qu'il va garder le bureau et tout. Ah bah oui, non mais attendez. Après, juste un mot. Oui, attendez. Oui. Alors attendez, Alexis Bachelet voulait réagir. Oui, après, je donne la parole. Moi, je voulais réagir parce que c'est sûr que la situation, elle est pas très brillante et par définition, le gouvernement a sa part de responsabilité. Mais bon. Après, c'est comme ça maintenant, la mémoire des choses, elle est très, très brève. Donc on réfléchit comme les poissons rouges. C'est-à-dire, on réfléchit à ce qui s'est passé il y a une semaine ou il y a un mois, mais on ne réfléchit pas à ce qui s'est passé il y a 1 ou 2 ans. Moi, je vous conseille de regarder une très bonne série sur Canal+, qui s'appelle This England, les années Boris Johnson. Et ça nous replonge, et c'est très intéressant, parce que j'ai regardé les 3 premiers épisodes il y a 2 jours, dans le contexte où on était il y a 2 ans, c'est-à-dire la crise du Covid. Et la brutalité, la violence, d'abord la manière dont le système de santé, tous les systèmes de santé, là c'est en Angleterre, mais c'était pareil dans tous les grands pays, puisque c'était une pandémie mondiale, ont été littéralement brutalisés par cette pandémie, et puis la manière dont on a dû confiner l'économie, les rues vides, etc., tous les commerces qui s'arrêtent, la vie qui s'arrête pendant 2 ans. Donc on ne peut pas imaginer qu'après avoir vécu... Alors, c'était seulement il y a 2 ans, c'était pas il y a 10 ans ou 20 ans. On peut pas imaginer qu'après avoir vécu ça, tout va repartir, l'économie, tout va bien aller, etc. Les économistes disent que si, les économistes sont assez... Oui, mais ce que les économistes n'avaient pas prévu, c'est qu'il y a en plus d'autres événements graves qui sont intervenus au moment où on essayait de se redresser, c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie et par l'idole de Régis de Castelnau, Vladimir Poutine, qui a eu la bonne idée d'envahir l'Ukraine pour rectifier les frontières et qui a de fait remis le monde dans une phase de dépression économique, parce que et la crise de l'énergie qui était déjà, effectivement, il y avait déjà des éléments potentiels de crise d'énergie, mais alors là, avec effectivement l'arrêt d'exportation du pétrole puis du gaz russe, évidemment, tout explose. Et donc, on est reparti dans un cycle compliqué aussi, parce qu'il y a des événements internationaux. Il y a eu la pandémie il y a 2 ans, et au début de l'année, le 24 février, il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie, dont on va... Et tant que cette guerre, elle va continuer, on va continuer, nous, à en payer le prix, parce que c'est pas... Avec un effet d'aubaine pour certains. Avec un effet d'aubaine pour certains, évidemment. Mais il faut remettre juste ça en tête pour que tout le monde voit bien. Et dernier point, je pense que malgré tout ça,
malgré tout ça, et on se débat tous dans des problèmes compliqués, individuellement et collectivement, malgré tout ça, je comprends parfaitement, on peut avoir, moi-même j'ai adressé un tas de critiques au gouvernement, mais je suis pas pessimiste au sens où je pense que la France est un pays résilient et qu'on a les moyens de rebondir et que moi, ce que j'ai envie de saluer, c'est le courage et la résilience des Français qui, malgré ça, continuent à se lever pour aller bosser, qui font tourner la boutique, que ce soit les services publics qui sont soumis à toutes les difficultés qu'on connaît, les entrepreneurs aussi qui se battent après ce qu'ils ont traversé pendant le Covid, et aussi avec le soutien de l'État, parce qu'il y a aussi quand même beaucoup d'entrepreneurs qui disent qu'ils n'auraient jamais survécu s'il n'y avait pas eu l'État au rendez-vous. Donc, il ne faut pas non plus toujours jeter le bébé avec l'eau du bain et dire oui, les chèques, les machins, les trucs. Oui. Enfin, ça a aussi permis de sauvegarder. Alors, effectivement, il y a des entreprises qui vont mettre la clé sur la porte parce qu'on est aussi maintenant en phase de récession économique. Mais voilà, donc il faut remettre les choses toujours un peu dans leur contexte, et il faut jamais tirer des conclusions définitives sur on est foutu, c'est terminé. Non, c'est pas fini. La France, c'est un grand pays qui vient de loin, on a des ressources, et donc moi je pense qu'effectivement il faut qu'on serre les dents, il faut qu'on se serre les coudes aussi à un moment donné, qu'on dise au gouvernement ce qu'on a à lui dire, mais voilà, faut aussi regarder un petit peu les choses avec équilibre. Quoi. Oui. Voilà. Sophie de Menton nous dit qu'il faut arrêter avec le catastrophisme. En fait, le pire n'est pas du tout certain. C'est vrai que beaucoup disent bien, mais la photographie à l'instant T, elle est quand même, vous ne pouvez pas faire vos papiers, vous ne pouvez pas vous faire soigner, vous appelez la police, c'est compliqué parce qu'ils sont en sous-effectif. Donc voilà, et on parle de coupure d'énergie. Donc on parle de la Startup Nation pour arriver à des coupures d'énergie en janvier. Oui, mais tous les pays sont confrontés à ça. Si on dit la vérité, il y a la tension sur l'énergie. C'est pas un problème franco-français. Nous, c'est aggravé par l'histoire des centrales nucléaires parce qu'on n'avait pas prévu qu'on serait obligé de les arrêter parce qu'il y a les cuves sont fissurées, etc. Des choses qu'on n'avait pas vu venir. Régis. Je voudrais répondre, j'ai été mis en cause sur Poutine qui serait mon idole. J'aurais pas la cruauté de rappeler une précédente émission au cours de laquelle Alexis nous avait annoncé l'effondrement de l'armée russe. On n'en est pas là. Bah si, ça vient là, t'inquiète pas. Je voulais dire, si vous voulez, chacun ses idoles. Il y en a, c'est Biden, c'est pas mon cas, et c'est sûrement pas Poutine. Mais gouverner, c'est prévoir, Alexis. Hein, si Monsieur Macron avait lu les accords de Minsk, il nous a fait la démonstration qu'il ne l'avait pas fait. Si la France avait respecté sa parole et fait appliquer ces accords de Minsk, on n'en serait pas là. Ça, c'est ma première observation. Deuxième observation. Toutes les imbécilités, on les a faites. Les sanctions, on va effondrer l'économie russe, nous a annoncé Martial, notre ami Bruno Le Maire, qui a été maintenu, cet incompétent, au poste de ministre de l'économie. C'est-à-dire que tout ce qu'il ne fallait pas faire, on l'a fait. Les boomerangs revient, je veux dire, juste un petit exemple de la pusillanimité. On sait que les États-Unis ont dynamité, avec les Anglais et les Polonais, ont dynamité les gazoducs. Quand est-ce que la France a pris une position là-dessus? Quand est-ce qu'on est intervenu? Là, on commence timidement à dire « Ah oui, mais ils exagèrent, les Américains, parce que eux, ils en profitent de cette guerre, alors que c'est nous qui payons. » Gouverner, c'est prendre ses responsabilités. Oui, c'est parfaitement exact. Covid, plus guerre, et qui est une guerre mondiale, hybride, etc. Je suis entièrement d'accord. Le problème, c'est que, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, nous n'avons pas aux commandes, et nous ne sommes pas les seuls malheureusement, nous n'avons pas aux commandes une génération d'hommes politiques et de dirigeants capables d'affronter cette situation. Est-ce que quelqu'un aurait fait mieux qu'Emmanuel Macron? C'est aussi la question qu'on peut se poser. Pardon? Est-ce que quelqu'un aurait... Qui? On a peut-être un problème effectivement de niveau. Ça, je pense que c'est clair. On a un problème de niveau global. Regardez les ministres. Ils servent à rien, c'est ça. Et qui sont tous maintenus. Les Schiappa, on va reparler de Bruno Le Maire. Tout à l'heure, je voulais intervenir à propos de Bayrou. Bayrou, le plan, etc. Mais tout le monde sait très bien. Que c'est pas parce qu'il avait la moindre compétence, c'était pour le caser. Et Madame Vargon battue, on la case, on va caser tout le monde atterrit, Madame Buzyn, etc. C'est une forme de république bananière on parlait de la corruption tout à l'heure, mais là aussi c'est pareil. Régis, t'es pas un perdreau de l'année quand même.
Non. T'as pas vécu, tu te rappelles pas de l'État RPR, l'État PS, tout ça, ça n'existait pas ça. Mitterrand, il n'en a pas placé des copains, Sarkozy non plus. Bah bon, on est dans la 5e République. Le président, il nomme à 11 000 emplois civils et militaires. C'est un pouvoir qui lui est constitutionnel. Donc à un moment donné, c'est bien d'enfoncer des portes ouvertes, mais propose qu'on change la Constitution. Mais fais pas des constats qui valent pas que pour Macron, qui valent pour tous les régimes sous la 5e République. On est en crise. Bah, faut arrêter quoi aussi de raconter et ça s'il continue. découvrait des trucs. Comme si de rien se passait. Merci, finalement, ça avait mal commencé et ça finit bien. On s'est à peu près mis d'accord quand même. Hein. Merci à tous les... Merci à tous les heureusement, trois. d'ailleurs. Ah non, sur les accords de Minsk, on n'est pas d'accord. En tout cas, Valérie, j'étais ravi. Merci. Ça m'a fait oublier ma fatigue du matin. Eh ben, vous voyez, vous voyez, je suis très content. Eh ben, on va vous faire venir tous les matins. C'est pas la fatigue, fallait pas sortir la veille, c'est tout. Oui, surtout dans les Alpilles, il y a que des boîtes de nuit. Alexis, j'ai regardé le foot, hein. J'ai regardé le foot. Ah, voilà. Mais le foot, t'as vu, ça finit tôt maintenant, parce que les matchs, ils commencent à 20h. Alors 22h, c'est au lit et la tisane. Oh, c'est fini, c'est l'émission média. Attention à l'Argentine. Alors, on continue, vous voulez qu'on installe les cacahuètes et le café et la Suze. Et la Suze, voilà. Merci, bah oui, mais consommer avec modération, il faut toujours le dire. Merci à vous, on se retrouve dans un instant avec Yarol Poupeau pour parler de Johnny Hallyday. À tout de suite.